Antananarivo, octobre 2025. Le palais présidentiel est vide. Le pouvoir est vacant. Dans les rues de la capitale, une tension palpable a remplacé le vacarme des klaxons et le tumulte des marchés. Pendant des semaines, la colère a grondé, portée par une jeunesse qui ne réclamait que le strict nécessaire, de l'eau, de l'électricité, un avenir. Cette colère a finalement tout balayé. Le président de Madagascar, Andry Rajoelina, a pris la fuite, laissant derrière lui un vide abyssal. Alors que la nation retient son souffle, une unité d'élite de l'armée, jusqu'ici discrète mais crainte, sort du bois. Le corps d'armée des personnels et des services administratifs et techniques, plus connu sous le nom de CAPSAT. Son chef, le colonel Mikael Randriarina, apparaît à la télévision. Son discours est bref, son ton martial. Il parle de responsabilité, de continuité de l'État et de la nécessité de restaurer l'ordre. Mais derrière ces mots, une question brûle toutes les lèvres. Cette intervention est-elle un sauvetage de dernière minute pour une nation au bord du chaos ou un coup d'État parfaitement orchestré ? Pour vraiment comprendre ce qui se joue à Madagascar, pour déchiffrer les motivations de chacun et les enjeux qui redessinent l'avenir de la grande île, il faut remonter à la source. Il faut disséquer les racines d'une crise qui est le fruit de décennies de promesses non tenues et de frustrations accumulées. La genèse du chaos, la crise de la Jirama. Tout commence, comme si souvent, par les besoins les plus élémentaires. L'eau qui ne coule plus du robinet, la lumière qui s'éteint sans crier gare, plongeant des quartiers entiers dans le noir pendant des heures, parfois des jours. À Madagascar, ces pénuries ont un nom, la Jirama. Depuis des années, la Compagnie nationale d'eau et d'électricité est le symbole de l'échec de l'État, une entité rongée par la corruption et une gestion désastreuse. La situation devient critique durant la saison sèche lorsque le niveau des barrages hydroélectriques, dont le pays dépend massivement, atteint un seuil alarmant. Le barrage d'Andekaleka, qui alimente à lui seul près de la moitié du réseau de la capitale, est à l'agonie. La Jirama impose alors des délestages, des coupures programmées pour, dit-elle, gérer le déficit. Mais pour les Malgaches, cette gestion est celle de la misère. Les entreprises tournent au ralenti, l'économie déjà fragile suffoque. La vie quotidienne devient un combat permanent. Ce qui met véritablement le feu aux poudres, c'est la faillite morale de la compagnie. Les habitants dénoncent les magouilles et la corruption généralisée, où ceux qui peuvent payer sont épargnés, tandis que la majorité subit. Les promesses de réformes et de nouvelles centrales restent lettres mortes. La méfiance se mue en colère. Une colère qui n'attendait qu'une étincelle. Cette crise énergétique n'est que le symptôme d'un mal bien plus profond. Malgré ses richesses naturelles extraordinaires, Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Avant la crise, près des 3/4 de la population vivait sous le seuil de pauvreté. La corruption est endémique, gangrénant toute la société et empêchant tout développement durable. L'instabilité politique est la norme. Les quelques progrès réalisés sont balayés par des crises à répétition, comme celle de 2009 qui avait déjà porté Andry Rajoelina au pouvoir après un coup d'État. C'est sur ce terreau de misère et de mauvaise gouvernance que la contestation a pris racine. Et elle n'est pas venue des partis d'opposition traditionnels largement discrédités. Elle est venue de la jeunesse. Le déroulé des événements, la révolution de la Gen Z. Le 25 septembre 2025, la colère explose. Des milliers de jeunes, organisés spontanément sur les réseaux sociaux sous la bannière Gen Z Madagascar, descendent dans la rue. Au départ, leurs revendications sont simples et directes, de l'eau, de l'électricité. Ils brandissent des bidons jaunes vides, symbole de la faillite de la Jirama. Le gouvernement, pris de court, sous-estime le mouvement. Il répond avec des promesses vagues, accusant la sécheresse et des soucis techniques. Mais la jeunesse ne se laisse plus berner. Le mouvement enfle et les slogans se politisent. On réclame la fin de la corruption, puis la démission pure et simple du président Rajoelina. Début octobre, le ton durcit. Le pouvoir, sentant le vent tourner, choisit la répression. Les forces de l'ordre chargent violemment les manifestants. La presse fait état de plusieurs morts. Cette violence, au lieu d'éteindre la protestation, l'embrase. Rajoelina tente une manœuvre, en nommant un nouveau gouvernement avec des militaires, espérant calmer la rue et s'assurer la loyauté de l'armée. C'est un échec. La confiance est définitivement rompue. Le tournant a lieu le 11 octobre. Ce jour-là, une fissure apparaît dans l'appareil sécuritaire. Le colonel Mikael Randriarina, chef du CAPSAT, appelle publiquement à la fin des violences. Puis, l'impensable se produit. Son unité quitte ses quartiers et rejoint les manifestants. Des soldats aux côtés du peuple. C'est un séisme politique. En un instant, Andry Rajoelina perd son principal soutien armé dans la capitale. Le CAPSAT n'est pas n'importe quelle unité. Ce corps d'armée contrôle la logistique, les munitions et surtout les salaires de toute l'armée. C'est le faiseur de roi de la politique malgache.
C'est leur mutinerie en 2009 qui avait permis à un certain Andry Rajoelina de prendre le pouvoir. L'histoire, à Madagascar, a un goût tragique de déjà-vu. Dès lors, tout s'accélère. Le 14 octobre, sentant la fin proche, Andry Rajoelina quitte le pays. Dans la confusion, l'Assemblée nationale vote sa destitution pour vacance du pouvoir. Quelques heures plus tard, l'armée annonce avoir pris le contrôle et dissout le Sénat. Dans la foulée, la Haute Cour constitutionnelle valide la situation et investit le colonel Randriarina comme président par intérim d'une transition annoncée pour durer 2 ans. En moins de 3 semaines, des manifestations contre des coupures de courant ont fait tomber un régime. Analyse et enjeux, sauvetage ou coup d'État. La prise de pouvoir par le colonel Randriarina soulève une question fondamentale. S'agit-il d'un sauvetage ou d'un coup d'État déguisé? La réponse n'est pas simple. Pour beaucoup de manifestants, l'intervention militaire est une libération. En se rangeant du côté du peuple, l'armée a évité un bain de sang et répondu à une demande populaire. Le colonel Randriarina n'est pas vu comme un putschiste, mais comme un officier responsable qui a comblé le vide laissé par la fuite du président. La validation par l'Assemblée et la Haute Cour constitutionnelle donnent une apparence de légalité au processus. Pour ses partisans, ce n'est pas un coup d'État classique, mais une transition rendue inévitable. L'autre lecture est celle d'un coup d'État froidement calculé. Dans cette optique, le mouvement populaire n'était qu'un prétexte attendu par une faction de l'armée. Le CAPSAT, en faisant de roi historique, aurait simplement rejoué le scénario de 2009 en s'appuyant sur la colère de la rue pour avancer ses pions. Le fait que Rajoelina lui-même ait dénoncé une tentative de coup d'État avant de fuir alimente cette thèse. Ses détracteurs rappellent qu'un pouvoir pris par les armes, même avec le soutien de la rue, reste une rupture de l'ordre constitutionnel. Les réactions internationales sont prudentes. L'Union africaine et la SADC ont condamné le changement de pouvoir non constitutionnel. Mais en coulisses, les diplomates admettent que la situation était explosive. La France, ancienne puissance coloniale, a pris acte de la transition tout en exigeant un calendrier électoral crédible. D'autres puissances, comme la Chine ou la Russie, pragmatiques, appellent à la stabilité et sont prêtes à discuter avec les nouvelles autorités. Cette division donne une marge de manœuvre à la junte. Au-delà de la politique, les enjeux économiques sont colossaux. L'instabilité risque de geler les investissements étrangers, vitaux pour le tourisme, le textile ou les mines. Un régime militaire sous sanction pourrait isoler Madagascar et aggraver la crise. Le nouveau pouvoir est face à un dilemme. Pour garder le soutien du peuple, il doit régler d'urgence la crise de la Jirama. Mais pour ça, il a besoin d'argent qu'il n'obtiendra qu'en donnant des gages de démocratie à la communauté internationale. Un véritable chemin de crête. La chute d'Andry Rajoelina n'est pas la fin de la crise, mais le début d'un nouveau chapitre plein d'incertitudes. Madagascar est à la croisée des chemins. Le premier est celui d'une transition réussie. Le colonel Randriarina pourrait être un leader qui sauve l'État, mène des réformes, organise des élections libres dans les 2 ans promis, puis rendre le pouvoir. C'est le scénario optimiste d'une refondation de l'État. Le second chemin est bien plus sombre, celui d'une junte qui, une fois au pouvoir, refuse de le céder. La transition s'éternise, la répression s'installe et le pays s'enfonce dans l'isolement. Ce scénario transformerait l'espoir de la Gen Z en une nouvelle désillusion. Un troisième scénario, celui du chaos, ne peut être écarté. L'armée malgache est traversée par des rivalités. Des luttes de pouvoir internes pourraient mener à de nouvelles violences, plongeant le pays dans une instabilité durable. La mission immédiate pour le nouveau pouvoir est immense. Il doit fournir très vite des résultats sur l'eau et l'électricité pour conserver son soutien populaire, tout en naviguant prudemment sur la scène internationale pour éviter des sanctions qui étrangleraient le pays. L'avenir des 29 millions de Malgaches dépend de la capacité du colonel Randriarina à transformer une prise de pouvoir militaire en une vraie opportunité de changement. La question reste donc entière. L'intervention du CAPSAT était un acte de patriotisme ou un coup d'État opportuniste? Un pouvoir militaire, même populaire, peut-il vraiment apporter la démocratie? Donnez votre avis dans les commentaires.